Il arrive dans la vie de chaque personne hypersensible, un moment qui change absolument tout, un moment que Jung décrivait comme le plus périlleux du cheminement psychologique, et que les neurosciences d'Huberman viennent de prouver être le tournant le plus puissant que le cerveau humain puisse expérimenter. Je parle du jour où vous cessez de ressentir de la culpabilité. Pas la culpabilité pour quelque chose que vous avez mal fait, mais cette culpabilité chronique, silencieuse, une que vous portez pour le simple fait d'exister, d'avoir des besoins, d'occuper de l'espace, de vous protéger. Le pervers narcissique qui a passé des années à vous manipuler avec cette arme psychologique n'a jamais imaginé que ce jour arriverait. Et quand il arrive, il perd tout le pouvoir qu'il avait sur vous, complètement, sans aucune chance de récupération. Mais voici ce que personne ne vous dit. La culpabilité de l'hypersensible n'est pas une émotion normale. C'est un outil de contrôle installé dans votre psyché depuis l'enfance. Carl Jung a découvert cela en 1921 lorsqu'il a cartographié ce qu'il appelait les complexes autonomes. Ce sont des structures psychologiques qui opèrent indépendamment de votre volonté consciente, comme de petites personnalités à l'intérieur de vous, qui ont été programmées par d'autres personnes. Huberman a confirmé cela en décembre 2024, lorsque des chercheurs ont publié dans la revue eLife que la culpabilité et la honte opèrent par des circuits neuronaux complètement différents. La culpabilité active l'insula postérieure et le striatum, des structures liées à la perception de dommages et de récompenses. La honte recrute le cortex préfrontal latéral, la région du contrôle cognitif. Et la culpabilité chronique de l'hypersensible, elle détourne les deux systèmes en même temps, vous maintenant prisonnier d'un cycle où vous sentez que vous avez causé du tort et, simultanément, vous vous punissez pour cela. Cela n'a jamais été dit de cette manière auparavant. Vous devez comprendre quelque chose de crucial avant de continuer. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va démanteler une structure psychologique qui a été construite au fil des décennies. Si vous êtes hypersensible et que vous vous sentez coupable pour des choses que des personnes normales ne remarqueraient même pas, ce n'est pas de l'hypersensibilité excessive, c'est de la programmation, c'est du conditionnement, et c'est l'ombre du pervers narcissique, vivant à l'intérieur de vous, déguisé en conscience morale. Carl Jung a mis en garde contre cela il y a plus de 100 ans. Il a dit que la culpabilité inappropriée est le principal mécanisme par lequel l'ombre de l'autre colonise notre psyché. Quand vous vous sentez coupable d'exister, d'avoir des besoins, d'occuper de l'espace, ce n'est pas votre voix intérieure, c'est la voix de celui qui vous a enseigné que vous étiez de trop. Et maintenant, je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne neurologiquement et comment briser ce cycle une fois pour toutes. Calmez-vous, parce que ce que Huberman a découvert sur la culpabilité change complètement la façon dont vous comprenez vos propres émotions. En janvier 2025, le docteur Béatrice Chevalier a expliqué dans le laboratoire Duval quelque chose qui semble évident, mais que personne ne vous a enseigné de la bonne manière. La culpabilité est un signal que vos actions se sont écartées de vos valeurs. La culpabilité saine existe pour vous montrer quand vous avez agi contre ce que vous croyez. Mais voici le problème dévastateur. L'hypersensible qui a grandi avec des pervers narcissiques a vu ses valeurs détournées dans l'enfance, avant que vous puissiez former votre propre boussole morale. Quelqu'un a programmé la boussole pour vous. On vous a enseigné que votre valeur fondamentale devrait être de plaire aux autres, que vos besoins étaient secondaires, inconvénients, problématiques, qu'occuper de l'espace était de l'égoïsme, que se protéger était de l'abandon, que dire non était de la cruauté. Alors, quand vous faites quoi que ce soit qui vous priorise vous-même, votre cerveau interprète cela comme une violation de valeurs fondamentales et déclenche une culpabilité massive, cette oppression dans la poitrine, ce nœud dans la gorge, cette voix qui dit que vous êtes horrible de penser à vous-même, mais ce ne sont pas vos valeurs réelles,
ce sont les valeurs du pervers narcissique, implantées dans votre esprit avant que vous puissiez les remettre en question. Avant que vous ayez le langage pour dire non, avant que vous sachiez que vous aviez le droit d'exister comme un être séparé, avec des besoins propres. Des recherches publiées en janvier 2025 dans Frontier in Psychology ont révélé quelque chose de perturbant sur les personnes hautement sensibles. L'étude a montré que les HSP, les personnes ayant une sensibilité de traitement sensoriel élevée, utilisent moins de mécanismes de défense émotionnelle que la population générale. Alors que les personnes normales ont des filtres automatiques qui bloquent les projections émotionnelles venant des autres, l'hypersensible absorbe ces projections directement, sans filtre, sans remise en question. La recherche a montré que cela conduit à une exhaustion émotionnelle plus rapide et à une vulnérabilité unique à la manipulation psychologique. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Quand un pervers narcissique vous regarde avec ce regard de déception et dit que vous êtes égoïste d'avoir dit non, vous n'entendez pas seulement les mots, vous absorbez l'émotion derrière eux. Vous sentez la colère de lui, comme si c'était la vôtre. Vous internalisez son jugement, comme si c'était une vérité objective. Votre système nerveux a été conçu pour traiter les émotions profondément. Cette caractéristique devrait être un don, devrait vous permettre des connexions profondes, une empathie authentique, une compréhension des nuances que les autres perdent. Mais le pervers narcissique a transformé ce don en arme contre vous. Maintenant vient la partie qui va changer la façon dont vous vous voyez pour toujours. Carl Jung a identifié 4 étapes par lesquelles tout empathique passe après avoir été abusé par un pervers narcissique. Cette cartographie est si précise qu'il semble que Jung décrivait votre histoire personnelle. La première étape est la confusion. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez si mal, quand vous devriez vous sentir soulagé d'être sorti de la relation toxique. Vous devriez ressentir la liberté, mais vous ressentez le vide. Vous devriez ressentir la paix, mais vous ressentez l'anxiété. Votre système nerveux a été tellement calibré pour surveiller le pervers narcissique que maintenant, il ne sait pas quoi faire sans cette tâche. La deuxième étape est la culpabilité intense. Et c'est ici que la plupart restent bloqués pendant des années. Vous vous sentez coupable, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre ancienne identité est morte. La personne que vous étiez, le donateur éternel, le pacificateur, celui qui mettait toujours les autres en premier, cette personne n'existe plus. Elle est morte au moment où vous avez dit « ça suffit ». Et le cerveau traite cette mort symbolique, comme si vous aviez commis un crime, comme si vous protéger était un assassinat, vous tuez une version de vous-même qui existait uniquement pour servir le pervers narcissique, et vous vous sentez coupable pour cela. La troisième étape est la colère. Colère contre vous-même, pour avoir permis l'abus pendant si longtemps. Colère contre le pervers narcissique, pour avoir exploité votre bonté. Colère contre le monde, pour que personne ne vous ait alerté avant. Colère contre les personnes qui sont encore sous le charme du pervers narcissique et ne voient pas ce que vous voyez. Cette colère est nécessaire. C'est de l'énergie de vie, voulant émerger. Mais si elle n'est pas canalisée correctement, elle se transforme en amertume qui vous consume. Et la quatrième étape, celle que peu atteignent, est l'intégration. C'est ici que la culpabilité meurt finalement. C'est ici que vous comprenez que la personne que vous étiez n'était pas vous, vraiment. C'était une version adaptée pour survivre. Et cette personne que vous devenez, avec des limites, avec des besoins reconnus, avec le droit d'occuper de l'espace, c'est la version authentique. L'intégration se produit lorsque vous arrêtez de pleurer la mort de votre version sacrificielle et que vous commencez à célébrer la naissance de votre version entière. Gardez ça en tête. Ça prendra tout son sens quand je révélerai le protocole complet. Les neurosciences, publiées en décembre 2024 dans la revue eLife, ont démontré que la culpabilité et la honte, bien que semblant être des émotions similaires, opèrent via des mécanismes neuronaux
complètement différents. Les chercheurs ont utilisé la neuroimagerie fonctionnelle pour cartographier exactement ce qui se passe dans le cerveau lorsque chaque émotion est activée. La culpabilité évalue l'intensité du dommage causé. Plus vous percevez avoir causé de dommages, plus la culpabilité est intense. La honte, elle, évalue la responsabilité perçue. Plus vous vous sentez responsable, plus la honte est intense. Quand vous ressentez de la culpabilité parce que vous vous protégez d'un pervers narcissique, votre cerveau calcule que vous avez causé un dommage significatif. L'insula postérieure hurle qu'une chose terrible est arrivée à cause de vous. Mais le seul dommage que vous ayez réellement causé, c'est à l'ego inflé du manipulateur. Et ce n'est pas un dommage réel au sens moral. C'est la conséquence naturelle d'établir des limites saines. Le problème, c'est que votre cerveau a été conditionné pendant des années, peut-être des décennies, à traiter l'inconfort du narcissique comme une urgence existentielle, comme si sa frustration était équivalente à votre propre destruction, comme si se protéger était une attaque mortelle contre lui. Ça paraît simple quand je l'explique comme ça, n'est-ce pas? Il y a un détail neuroscientifique qui change tout et que la plupart des thérapeutes ignorent. La recherche de 2024 a montré que la culpabilité impulse des comportements altruistes directement, sans médiation cognitive. Quand vous ressentez de la culpabilité, votre cerveau vous pousse automatiquement vers des comportements de réparation. S'excuser, tenter de réparer, sacrifier vos besoins pour restaurer la relation. Tout cela se produit avant que vous ayez la chance de penser rationnellement à la situation. La honte, elle, requiert un contrôle cognitif additionnel. Elle recrute des régions du cortex préfrontal latéral avant de générer un comportement. Qu'est-ce que ça signifie? Le pervers narcissique a inconsciemment appris à exploiter le chemin le plus direct pour vous contrôler. Il déclenche la culpabilité, pas la honte. Parce que la culpabilité vous fait agir automatiquement. Elle vous fait revenir vers lui avant que vous pensiez à ce que vous êtes en train de faire. Elle vous fait vous excuser avant que vous analysiez si vous avez réellement fait quelque chose de mal. Elle vous fait sacrifier vos besoins avant que vous vous demandiez si c'est juste. C'est une réponse réflexe, un automatisme qu'il a installé en vous au fil d'années de conditionnement attentif. Mais pourquoi personne ne vous a enseigné ça avant? Pourquoi cette connexion entre la théorie jungienne et les neurosciences d'Andrew Huberman reste-t-elle cachée à la plupart des gens? La réponse est inconfortable, mais elle doit être dite. L'industrie du développement personnel profite de votre culpabilité. Elle profite du fait que vous restiez brisé. Pensez aux livres les plus vendus sur les relations. Comment être plus empathique? Comment pardonner même à ceux qui ne le méritent pas? Comment comprendre le point de vue de l'autre? Comment éviter les conflits? Comment être la personne supérieure? Tout cela alimente le même cycle toxique. Vous maintient coupable, vous maintient à essayer de vous améliorer pour finalement être accepté, vous maintient dépendant d'une validation externe qui ne vient jamais dans la bonne mesure. La vérité que Carl Jung a découverte et qu'Andrew Huberman valide avec les neurosciences est radicalement différente. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer pour mériter l'amour. Vous n'avez pas besoin de devenir plus tolérant avec les abus. Vous n'avez pas besoin de pardonner à ceux qui ne démontrent aucun remords véritable. Vous avez besoin d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été le vôtre à porter. La culpabilité que vous ressentez n'est pas la preuve que vous êtes une mauvaise personne. C'est la preuve que vous avez été programmé par des personnes qui avaient besoin de vous contrôler. Carl Jung appelait ça l'intégration de l'ombre, mais pas de votre ombre, de l'ombre du pervers narcissique que vous avez introjecté. Cette distinction est cruciale, et elle est presque jamais faite correctement. Quand un enfant grandit avec un père ou une mère pervers narcissique, il n'a pas le choix. Sa survie physique et émotionnelle dépend de la capacité à plaire à ce parent imprévisible. Pour survivre,
Il internalise les règles du pervers narcissique comme si elles étaient des vérités universelles sur la façon dont le monde fonctionne. Mon besoin est dangereux parce que quand j'avais des besoins, j'étais puni. Ma voix est problématique parce que quand je parlais, j'étais réduit au silence. Mon existence autonome est une menace parce que quand j'essayais d'être moi-même, j'étais rejeté. Ces croyances ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas né avec elles. Ce sont des implants psychologiques insérés avant que vous n'ayez la capacité de les remettre en question. Et la culpabilité que vous ressentez quand vous violez ces croyances n'est pas votre conscience morale qui parle. C'est la voix du pervers narcissique qui résonne à l'intérieur de vous, des décennies après que le conditionnement original a eu lieu. Vous portez une station de radio dans votre esprit qui transmet ces messages 24 heures sur 24. Et le pire, vous croyez que cette voix est la vôtre. Les neurosciences confirment ça d'une façon qui devrait effrayer quiconque travaille avec le développement humain. Des recherches de 2024 sur le trauma relationnel ont montré que les schémas d'attachement formés dans les 24 premiers mois de vie façonnent permanentement l'architecture neurale. Pas seulement influencent, façonnent physiquement. Le docteur Alan Shore a expliqué au laboratoire Duval en novembre 2024 que l'hémisphère droit du cerveau, responsable du traitement des émotions et des relations interpersonnelles, est littéralement sculpté par la qualité du lien avec le principal soignant. Les neurones qui se connectent, les synapses qui se renforcent, les réseaux qui se forment, tout cela est déterminé par la qualité émotionnelle des premières relations. Si ce soignant était un pervers narcissique, votre hémisphère droit a développé des caractéristiques spécifiques. Hypervigilance face aux émotions de l'autre, sensibilité extrême pour détecter les changements d'humeur, capacité d'anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés et simultanément suppression de vos propres émotions et besoins. Votre cerveau a appris que vos émotions étaient non pertinentes, voire dangereuses, et que la seule façon d'être en sécurité était de surveiller constamment l'état émotionnel de celui qui pouvait vous blesser. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroanatomie. C'est la structure physique de votre cerveau, modelée par des expériences dont vous ne vous souvenez même pas consciemment. Alors, que se passe-t-il quand la culpabilité finit par mourir? Le pervers narcissique entre dans une panique absolue. Et ce n'est pas une exagération, ni une figure de style. La méthode Grey-Rock, documentée extensivement dans des recherches de psychologie clinique et validée par des spécialistes comme la docteure Béatrice Chevalier, montre un schéma consistant. Quand vous arrêtez de réagir émotionnellement au pervers narcissique, quand vous devenez prévisible, ennuyeux, sans drame, il intensifie les comportements avant d'abandonner, il essaie tout ce qui a fonctionné avant, accusations plus intenses, victimisation plus dramatique, les menaces plus explicites, les tentatives de susciter la jalousie, les apparitions inattendues, les messages chargés de déclencheurs émotionnels. Tout cela se produit parce que son approvisionnement narcissique dépend de votre réaction émotionnelle. Et la réaction qu'il a le plus cultivée en vous pendant des années, c'est la culpabilité. Il sait exactement quels mots utiliser, quel ton de voix adopter, quelle expression faciale afficher pour appuyer sur le bouton de la culpabilité en vous. Quand ce bouton cesse de fonctionner, il perd l'outil le plus puissant de son arsenal et il entre en désespoir. Docteur Béatrice Chevalier explique que le pervers narcissique dépend de vos réactions émotionnelles comme un toxicomane dépend d'une substance. Les neurosciences de l'addiction montrent que le système de récompense du cerveau narcissique a été calibré pour recevoir de la dopamine grâce à la validation externe et au contrôle sur les autres. Quand vous arrêtez de réagir, il expérimente une forme de sevrage neurochimique réel. Irritabilité, anxiété, dépression, colère disproportionnée,
Comportement erratique, mais voici le secret qui change tout. Il ne ressent pas votre manque, il ressent le manque du pouvoir qu'il avait sur vous, de la capacité de déclencher votre culpabilité avec un mot, avec un regard, avec un silence stratégique. Quand ce levier cesse de fonctionner, il perd l'intérêt. Non parce qu'il vous a aimé et a surmonté le deuil, non parce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux, mais parce que vous avez cessé d'être utile comme source d'approvisionnement narcissique. Vous êtes devenu un investissement qui ne donne pas de retour. Et les pervers narcissiques ne gaspillent pas d'énergie dans des investissements qui ne rapportent rien. Carl Jung a prédit cette dynamique avec une précision impressionnante quand il a écrit sur la relation complémentaire entre les personnes hypersensibles et les pervers narcissiques au début du XXe siècle. Il disait que nos ombres se forment dans l'enfance, modelées par des expériences qui nous enseignent quelles parties de nous-mêmes sont acceptables et quelles doivent être cachées pour garantir l'amour et la survie. Pour le futur pervers narcissique, vulnérabilité et dépendance émotionnelle ont été punis ou humiliés. Montrer sa faiblesse était dangereux. Avoir besoin d'aide était humiliant. Alors il a enterré ses qualités dans l'ombre. Elles existent toujours, mais elles sont niées, projetées sur les autres, méprisées. Pour la future personne hypersensible, assertivité et priorisation de soi ont été critiquées. Avoir des besoins, c'était être problématique. Défendre ses limites, c'était être difficile. Dire non, c'était être cruel. Alors elle a enterré son pouvoir personnel dans l'ombre, la capacité de se protéger, de dire stop, de se prioriser. Toutes ces qualités nécessaires pour une vie saine ont été exilées dans l'inconscient. Et quand le pervers narcissique et la personne hypersensible se rencontrent, les ombres dansent dans une chorégraphie parfaite de destruction mutuelle. Le pervers narcissique projette sa vulnérabilité niée sur la personne hypersensible, voyant dans la personne hypersensible tout ce qu'il méprise en lui-même, et donc qu'il a besoin de contrôler et éventuellement de détruire. La personne hypersensible projette son pouvoir nié sur le pervers narcissique, voyant dans le pervers narcissique la force, la confiance, la capacité de priorisation qu'elle-même n'arrive pas à accéder, et les deux restent pris au piège dans cette danse, jusqu'à ce que l'un d'eux se réveille. La guérison ne vient pas de tenter de changer le pervers narcissique. Cela doit être absolument clair. Une méta-analyse de 51 études impliquant 37 000 participants a montré de manière concluante que les pervers narcissiques changent rarement. Les traits de personnalité sont stables au fil du temps. Les interventions thérapeutiques ont une efficacité limitée. Et même quand il y a un changement mesurable, il n'est généralement pas suffisant pour rendre la relation saine. La fantaisie que votre amour va guérir le pervers narcissique est un piège qui vous maintient prisonnier du cycle. La guérison vient de reconnaître et d'intégrer votre propre ombre. Pour la personne hypersensible, cela signifie quelque chose de spécifique et d'inconfortable. Cela signifie embrasser son droit d'établir des limites sans culpabilité. Cela signifie reconnaître ses propres besoins comme légitimes et non négociables. Cela signifie accepter sa valeur inhérente indépendamment de ce que vous faites pour les autres. Cela signifie récupérer les parties de soi qui ont été exilées pour survivre dans l'enfance. L'assertivité, la capacité de dire non, le droit d'occuper l'espace. Carl Jung a appelé cela l'intégration des opposés, la conjonctio qui produit le soi intégré. La personne hypersensible qui était auparavant auto-sacrificiante jusqu'à l'épuisement porte maintenant autant de compassion que de discernement, autant d'ouverture que de protection, autant d'amour pour les autres que d'amour pour soi-même, autant de capacité de donner que de capacité de recevoir, autant de générosité que de limites. C'est la personne entière qui émerge quand la culpabilité meurt. Et c'est ici que le protocole pratique commence. Le protocole hybride, en 5 phases pour tuer la culpabilité chronique et libérer votre psyché de l'ombre du pervers narcissique.
Ce protocole combine les découvertes de Carl Jung sur la psychologie profonde avec les validations neuroscientifiques d'Andrew Huberman sur la plasticité cérébrale. Phase 1, c'est la reconnaissance. Vous devez développer la capacité d'identifier quand la culpabilité que vous ressentez est légitimement la vôtre et quand c'est une projection introjectée. Pratiquement, cela signifie que chaque fois que vous vous sentez coupable, vous vous arrêtez et vous posez une question spécifique. Est-ce que je causerais ce même sentiment à une personne avec une estime de soi saine qui n'a pas eu mon histoire de conditionnement? Si la réponse est non, si une personne normale ne se sentirait pas coupable pour cette même action, la culpabilité n'est pas la vôtre. C'est un résidu du conditionnement narcissique. C'est la voix implantée qui opère encore en vous. Reconnaître cela n'élimine pas immédiatement la culpabilité. Mais cela commence à créer un espace entre vous et l'émotion. Vous n'êtes plus la culpabilité. Vous êtes quelqu'un qui observe la culpabilité. Phase 2, c'est le traçage de l'origine. D'où vient cette croyance que vous ne pouvez pas prioriser vos besoins? Qui spécifiquement vous a enseigné cela? À quel âge approximatif cet apprentissage s'est-il produit? Quelle a été la conséquence quand vous avez tenté d'avoir votre propre voix? Que s'est-il passé quand vous avez dit non pour la première fois? Ces questions ne sont pas pour blâmer vos parents ou vos tuteurs. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Il s'agit de comprendre l'archéologie de votre psyché, de cartographier comment les croyances limitantes ont été construites brique par brique au fil des années. Phase 3, c'est la neuroplasticité dirigée. Et c'est ici qu'Andrew Huberman entre en jeu à pleine puissance. Il enseigne que la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à réorganiser ses connexions, requiert 3 éléments fondamentaux: l'urgence émotionnelle, le focus intense et le sommeil de qualité. Vous devez créer un sens d'urgence émotionnelle autour de nouveaux comportements. Votre cerveau doit comprendre que changer est important, pas seulement intéressant. Ensuite, vous devez vous concentrer intensément pendant des périodes d'environ 90 minutes. Et finalement, vous devez bien dormir pour que le cerveau consolide les nouvelles connexions pendant le sommeil profond. Pratiquement, cela signifie choisir une situation spécifique dans votre vie où vous vous sentiriez normalement coupable de vous protéger. Cela peut être dire non à une demande importune. Il peut s'agir de ne pas répondre à un message immédiatement. Il peut s'agir de prioriser votre repos au lieu de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Et alors, agir délibérément différemment de ce que le conditionnement ordonne. Ne pas faire ce que la culpabilité veut. Supporter l'inconfort intense qui va surgir. Et répéter ce comportement nouveau, consistamment, jusqu'à ce que le cerveau forme de nouveaux circuits. La phase 4 est l'imagination active. C'est la technique de Carl Jung qu'Andrew Huberman a validée sans le savoir à travers des recherches sur la visualisation et le Default Mode Network, ou réseau du mode par défaut. Vous entrez dans un état relaxé, vous fermez les yeux et vous visualisez votre culpabilité comme une entité séparée de vous. Vous lui donnez une forme. Quelle apparence a-t-elle? Quelle couleur? Quelle texture? A-t-elle une voix? Comment se meut-elle? Et alors, vous conversez avec elle, vous demandez d'où elle vient, ce qu'elle veut de vous, ce qu'elle essaie de protéger, quelle fonction elle pense remplir. Carl Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire sur les états émotionnels. Quand on leur donne forme et qu'on dialogue avec eux, ils perdent leur pouvoir autonome sur nous. La culpabilité cesse d'être quelque chose que vous êtes et devient quelque chose que vous avez, une partie qui peut être négociée, transformée et éventuellement libérée. Des recherches de 2024 sur le réseau du mode par défaut confirment que les processus imaginatifs activent les mêmes régions cérébrales que les expériences réelles. Vous pouvez littéralement reprogrammer votre relation avec la culpabilité à travers une visualisation guidée répétée. La phase 5 est l'intégration et la libération. C'est la phase que la plupart n'atteignent jamais parce qu'ils abandonnent avant, parce que c'est trop inconfortable.
parce que cela requiert de lâcher des choses que vous tenez depuis si longtemps qu'elles semblent faire partie de votre identité. L'intégration signifie accepter complètement que vous avez été conditionné, que ce n'était pas votre faute d'avoir été conditionné, que vous étiez un enfant sans pouvoir de choix, et que maintenant, comme adulte, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à opérer selon l'ancien programme, ou vous pouvez délibérément en installer un nouveau. La libération signifie lâcher l'identité de victime. C'est controversé, mais il faut le dire. L'identité de victime peut devenir confortable. Elle peut expliquer pourquoi votre vie n'est pas comme vous le souhaiteriez. Elle peut justifier pourquoi vous ne prenez pas de risques. Lâcher cette identité signifie assumer une responsabilité totale pour votre futur. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que vous faites à partir de maintenant. La libération signifie aussi lâcher l'espoir que le pervers narcissique va changer. Cet espoir est une chaîne qui vous maintient prisonnier. Pendant que vous attendez son changement, vous n'avancez pas dans votre propre vie. Lâcher prise signifie accepter qu'il est comme il est, que rien de ce que vous ferez ne le transformera, et que votre travail n'est pas de le réparer. Votre travail est de réparer votre propre vie. Et la libération signifie lâcher la fantaisie que si vous aviez été différent, vous auriez été aimé correctement. C'est peut-être la croyance la plus douloureuse à lâcher. L'idée qu'il y avait quelque chose que vous auriez pu faire, une certaine façon d'être qui aurait mérité l'amour. Rien de tout cela n'était à propos de vous. Les pervers narcissiques n'ont pas la capacité neurologique d'aimer de la façon dont vous comprenez l'amour. Ils ont la capacité d'utiliser, d'extraire, de consommer, et vous avez été utilisé, reconnaître cela sans ressentir de culpabilité pour avoir été utilisé est le jalon final de la guérison. Ce qui arrive après ces 5 phases est ce que Carl Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier. Vous ne devenez pas parfait. La perfection est un but narcissique. Vous devenez entier, portant lumière et ombre, intégrés dans la même personne, capable d'aimer profondément sans se perdre dans l'autre, capable de se protéger sans se fermer complètement à la vie, capable de ressentir les émotions des autres sans automatiquement les absorber comme les siennes, capable d'avoir de la compassion sans se détruire, capable de dire non sans culpabilité paralysante. C'est la personne que le pervers narcissique n'a jamais imaginé que vous pourriez devenir. Parce qu'il avait besoin que vous restiez fragmenté. Il avait besoin que la culpabilité soit votre bouton de contrôle permanent. Il avait besoin que vous continuiez à croire que vous étiez défectueux et que seul lui pouvait tolérer vos défauts. Quand ce bouton arrête de fonctionner, quand vous intégrez votre ombre et que vous tuez la culpabilité chronique, il perd tout le pouvoir qu'il avait sur vous. Pas graduellement, complètement, d'un seul coup. Vous venez de recevoir une information que la plupart des thérapeutes ne vous donneront jamais de cette façon intégrée, qui connecte Carl Jung et Andrew Huberman, la psychologie profonde et les neurosciences, que votre culpabilité chronique n'est pas la preuve que vous êtes une mauvaise personne. C'est la preuve que vous avez été programmé par des personnes qui avaient besoin de vous contrôler pour satisfaire leurs propres besoins narcissiques. Que votre système nerveux hypersensible n'est pas une faiblesse ou un défaut. C'est une caractéristique qui aurait dû être un don, mais qui a été exploitée comme une vulnérabilité. Et que les neurosciences modernes valident point par point tout ce que Carl Jung a intué il y a plus d'un siècle sur la psyché humaine. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, si cela a révélé une vérité que vous sentiez intuitivement, mais que vous n'arriviez pas à articuler avec des mots, considérez soutenir le travail de cette chaîne. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites clairement « Continuez à révéler ce que les autres cachent ». C'est vous qui vous positionnez publiquement comme quelqu'un qui valorise la connaissance, qui intègre la psychologie profonde avec les neurosciences de pointe. Chaque clic sur le cœur doré
finance directement la prochaine révélation, finance les heures de recherche, finance l'intégration de sources qui ne conversent normalement pas entre elles. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre dans les commentaires. Quel a été le moment exact dans votre vie où vous avez réalisé que votre culpabilité n'était pas réellement la vôtre, que vous portiez une charge émotionnelle qui ne vous a jamais appartenu en premier lieu? Ou êtes-vous encore dans ce cheminement de découverte, encore en train de séparer ce qui est à vous de ce qui a été implanté? Diviser votre histoire ici peut être exactement le déclencheur dont une autre personne avait besoin pour commencer son propre chemin de libération. Des commentaires détaillés et spécifiques aident l'algorithme à montrer cette vidéo à qui en a réellement besoin. Et ceux qui en ont besoin sont les milliers de personnes hypersensibles encore pris au piège en ce moment dans le cycle de culpabilité qu'un pervers narcissique a planté en eux il y a des années ou des décennies. Soyez la personne qui brise ce cycle pour quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais.